il y a eu des tentatives, comme d'habitude, d'instrumentalisation des questions LGBT pour essayer de justifier la politique coloniale et génocidaire d'Israël. Et ces tentatives ont en partie échoué. Et elles n'ont pas réussi à faire taire complètement les voix qui s'opposent au sein des LGBT à cette politique. On est passé du coup devant cet échec à faire taire cette solidarité à une phase de répression supérieure. On voit à quel point en réalité le racisme est la clé de voûte du système capitaliste. Après, il s'articule avec les questions de genre, avec les questions de classe, je veux dire l'homophobie, le racisme, le sexisme, tout ça, ça sert à nourrir l'exploitation. Voilà. Mais en tout cas, la clé de voûte, on le voit clairement depuis 2 ans, c'est le racisme. Bonjour à tous et à toutes. On est en plein mois de fierté, on est sur Révolution Permanente et on a voulu, avec le collectif féministe et LGBTI de Révolution Permanente qui s'appelle Du pain et de rose, d'organiser une émission spéciale dédiée aux questions LGBT, aux luttes LGBT dans cette période très particulière qu'on est en train de traverser avec la marche de fierté de Paris qui aura lieu dans quelques jours et qui est traversée des polémiques qui en réalité secouent la sphère médiatique politique même à l'échelle nationale. Alors pour en discuter, on reçoit Gwen Fauchois. Gwen, tu es militante de longue date sur les questions LGBTI. Tu es militante notamment à ACT UP Paris dans les années 90, qui a été l'une des périodes les plus dures dans l'histoire de la pandémie, de l'épidémie SIDA. Tu es également journaliste, tu es également blogueuse sur les questions LGBTI depuis plus de 30 ans maintenant. Et tu es celle également qui s'exprime sur plein de sujets politiques, notamment dernièrement sur le génocide en Palestine, sur les questions sanitaires autour de la pandémie de Covid-19, mais aussi sur les attaques aux droits démocratiques, sur l'autoritarisme croissant qui avance en France. Tu t'es opposé, par exemple, il y a 10 ans, à la mise en place de l'état d'urgence par le gouvernement de PS de François Hollande. Bref, je dirais qu'en somme, tu es une voix de la communauté LGBTI qui refuse d'en faire une question à part, de le séparer du reste de la politique et tu t'exprimes toujours sur la politique en général et pas que sur les questions LGBTI. Donc c'est pour ça qu'avec Du pain et de rose, on voulait discuter avec toi de ce moment politique très particulier qu'on est en train de traverser et évidemment avec la principale nouvelle ces derniers temps a été cette dure, énorme polémique sur l'affiche de la marche des fiertés de l'inter-LGBT. Cette affiche, elle a surpris tout le monde par son caractère politique parce qu'elle vient pas de n'importe qui, mais elle vient de l'inter-LGBT, qui est quand même, il faut le souligner, c'est une coalition des organisations et des collectifs qui organisent la Pride de Paris depuis maintenant presque 25 ans, enfin presque un quart de siècle, depuis le début des années 2000, et qui par le passé a pu organiser des Prides avec à la fois des mots d'ordre et des affiches. On ne peut plus dépolitiser avec des chars de grandes entreprises comme Airbus, mais aussi des chars de la police avec l'association des policiers LGBT, le FLAG. Cette fois-ci, il s'agit d'un appel qui dénonce l'extrême droite à l'échelle internationale et aussi d'une image, d'une affiche qui montre la communauté LGBTI dans toute sa diversité, incluant les personnes trans, les personnes asiatiques, les personnes musulmanes, avec le drapeau palestinien, même s'il est un peu caché sur un pins d'un des personnages. Et enfin, il y a une idée aussi de montrer de façon très littérale la lutte contre l'extrême droite avec une espèce de nervi qui porte un tatouage nazi et qui, on va dire, est mis au knockout par un militant LGBT. Donc, suite à cette affiche qui a provoqué une énorme polémique de l'extrême droite, Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région Île-de-France, elle a retiré plus de 50 000 euros de subventions. DILCRA, l'agence gouvernementale de lutte contre les racismes, les LGBT-phobies, etc., a demandé aussi de retirer son logo de l'affiche. Et les entreprises comme la RATP, le service de paiement en ligne PayPal, mais aussi l'entreprise de cosmétiques Henkel, la compagnie aérienne Air France, la chaîne des hôtels Accor, elles ont toutes aussi retiré leur soutien. Alors, pour commencer, qu'est-ce que tu retires de cette séquence? Qu'est-ce qu'elle signifie? Comment est-ce que tu l'interprètes? Comment tu as vécu tout cet épisode médiatique très intense? Ouais, j'avoue que moi aussi j'ai été un peu surprise au départ. J'attendais pas une telle affiche de la part de l'inter-LGBT. Et je dois avouer que ça fait quand même quelques années que je m'intéresse pas beaucoup à la marche des fiertés, dans un contexte qui pour moi est de espèce de droitisation molle et d'institutionnalisation de la marche.
qui tend de plus en plus à une espèce de carnaval et où les institutions et les entreprises viennent faire du pinkwashing. Ce qui ne retire rien au fait que la marche, de toute façon, reste nécessaire, et notamment, de toute façon, par le renouvellement des générations. Je pense que la marche est un moment important de toute façon pour les jeunes PD, les jeunes Gwyn, les jeunes trans qui se découvrent et qui, au sein de la marche, vivent un moment d'affirmation au sein d'un contexte favorable et au milieu de leurs pairs. Donc la marche reste de toute façon importante. Néanmoins, voilà, j'avoue que moi, je m'y intéressais plus beaucoup. Après, des polémiques sur la marche et sur les mots d'ordre de la marche des fiertés, il y en avait quasiment tous les 2 ans, on va dire. Mais en général, elles étaient plutôt dans l'autre sens. Du coup, ce moment, il me paraît important et intéressant parce que je pense que c'est un moment il faut identifier que c'est un moment politique, en fait. C'est un moment de clarification. Et que c'est un moment où des dynamiques se mettent en place et c'est pas un hasard si la polémique elle est née portée par une association qui est le Bet Avrim, qui est une association qui revendique tout à fait ouvertement d'être sioniste, d'être proche d'Israël, de défendre les politiques d'Israël et de lutter contre les dénonciations du pinkwashing. Donc je pense qu'il y a cette polémique, elle arrive à un moment politique très particulier qui est la guerre à Gaza. Enfin, la guerre à Gaza, non, la politique génocidaire d'Israël contre les Palestiniens à Gaza. Et que c'est pour ça aussi que ça prend cette ampleur-là et que des associations se sentent autorisées quelque part à accélérer encore les politiques de droitisation et à passer à une forme d'offensive. Parce que je parlais de droitisation molle, là je pense que c'est une attaque en règle, y compris contre... le Bet Avrim, en fait, a vraiment tout déclenché, et non pas parce qu'on peut être tenté de se dire que c'est la droite qui réagit, que c'est pour faire plaisir au Rassemblement national. Tout ça, c'est vrai, mais le déclenchement de la polémique ne vient pas des politiques, ne vient pas des institutions, elle démarre vraiment au sein des associations communautaires, et donc avec le Bet Avrim. Je pense que ça vise la solidarité avec la Palestine, qui a pu s'exprimer. Il y a eu des tentatives, comme d'habitude, d'instrumentalisation, parce que ça c'est pas nouveau, d'instrumentalisation des questions LGBT pour essayer de justifier la politique coloniale et génocidaire d'Israël. Et ces tentatives ont en partie échoué, en fait. Et elles n'ont pas réussi à faire taire complètement les voix qui s'opposent au sein des LGBT à cette politique. Et on est passé du coup devant cet échec à faire taire cette solidarité à une phase de répression supérieure. C'est un peu une polarisation au sein de la communauté LGBT entre les secteurs qui ont manifesté leur soutien à la Palestine, de nombreux collectifs, organisations. Enfin, nous, on a participé 2023, on a participé avec Du pain et des roses dans une coalition des collectifs qui ont lancé une tribune qui s'appelle Féministes et queer avec la Palestine, et on a même organisé des cortèges avec ce mot d'ordre, avec ces banderoles dans les manifestations du 25 novembre, du 8 mars, etc., etc. Et c'est vrai que depuis le début du génocide, ça a extrêmement polarisé à la fois la communauté, les luttes féministes, mais aussi les prides. Et à chaque fois, enfin même tu sais, depuis octobre 2023, le 25 novembre, le 8 mars, les prides, c'est un moment de confrontation en réalité avec les secteurs pro-Israël, pro-génocide, qui viennent accuser les féministes d'être complices du Hamas et qui, en réalité, souhaitent que le mouvement féministe se range derrière un projet colonial, impérialiste, etc., etc. Mais je pense que
il y a ça, évidemment, dans cette polémique, mais il y a aussi surtout la réaction des politiques et des entreprises. Enfin, quand même des organismes, des entités, des représentants qui, pendant des années, se drapaient du vernis, on va dire, progressiste, allié, etc., etc., et qui maintenant, comme tu disais, il y a un nombre de clarifications qui retournent leur veste et qui, sous une pression à la fois des secteurs pro-Israël, comme tu dis, de l'extrême droite, de la droite, etc., etc., lâchent ce soutien et l'abandonnent. Enfin, pour moi, c'est un peu un élément qui est quand même plus un cran au-dessous de ce qu'on a pu voir avec les polémiques précédentes. Oui, il y avait aussi Aurore Berger qui promettait de passer au crible les subventions des associations féministes qui ont exprimé leur soutien à Gaza. Mais ici, très concrètement, après des années de pinkwashing, après des années d'instrumentalisation et de cooptation, il y a comment dire, un retrait, un recul très important, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, je pense qu'il y a vraiment deux dimensions. Il y a une dimension intracommunautaire et il y a une dimension institutionnelle et entreprise. Dans les deux cas, je pense que la polémique, là, elle vient si elle prend de l'ampleur et si elle prend autant de résonance médiatique, c'est parce que on est dans une phase qui est une phase d'offensive en fait de la droite, et je pense qu'elle vient d'une frustration du fait que la droitisation molle et l'entreprise de domestication en fait de discipliner le mouvement LGBT pour le mettre au service d'une politique libérale, coloniale, raciste, autoritaire et sécuritaire, en fait a en partie échoué. Alors, l'échec est pas forcément patent, c'est pas les voix qui s'expriment contre sont pas forcément super fortes, mais visiblement le simple fait qu'il y ait une résistance à ce mouvement-là, désormais, a provoqué une espèce de frustration au sein des droites, qu'elles soient communautaires ou qu'elles soient institutionnelles ou capitalistiques, et ils essayent de passer à l'offensive pour reprendre la mainmise qui est en train un peu de leur échapper sur un certain nombre d'outils communautaires et sur un certain nombre d'expressions communautaires. Donc c'est pas indifférent évidemment que y ait les droites institutionnelles, qu'il y ait tout ce pouvoir capitaliste qui s'exprime, mais c'est pas indifférent non plus que ça passe par l'entremise d'associations communautaires. Parce qu'il y a un point qui me semble ne pas avoir été assez souligné, c'est que les attaques venant des associations communautaires, là, sont en fait l'expression d'une alliance avec les pouvoirs de droite, donc encore une fois qu'ils soient politiques ou entrepreneuriales, mais ils s'expriment aussi contre des LGBT. Et ça me paraît assez nouveau, que des associations choisissent de s'allier avec des institutions extérieures contre l'expression d'autres LGBT. Alors après, en plus, on peut envelopper ça d'une instrumentalisation habituelle qui est de retourner et d'inverser en fait la façon de parler. Voilà, ils empruntent à une espèce de novlangue où on inverse tous les concepts. C'est-à-dire qu'ils viennent nous dire que leur réaction se fait au nom de l'inclusion, au nom de l'universalisme, au nom du républicanisme, etc. Mais si on regarde bien, cette histoire d'inclusion, c'est du pipeau complet. Parce que ce qui reproche en fait à cette affiche, par exemple, c'est la présence de femmes voilées. Donc, on voit bien que l'inclusion, c'est l'inclusion de certains, mais pas d'autres. La division, c'est pareil. L'affiche diviserait, mais le fait que leur position à eux soit celle qui est majoritaire depuis quelques années, divisait également. Donc tu vois, il y a une espèce comme ça de renversement. C'est soi-disant au nom de l'inclusion, mais en réalité, c'est exactement l'inverse qui est en train d'être défendu par ce camp-là. C'est l'exclusion des personnes trans, des personnes racisées,
de la solidarité avec les Palestiniens. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça n'arrive pas à un moment, ça n'arrive pas par hasard au moment de l'offensive israélienne génocidaire, c'est qu'on voit à quel point, en réalité, le racisme est la clé de voûte du système capitaliste. Et que après, il s'articule avec les questions de genre, avec les questions de classe, voilà. Mais on voit qui sont elles aussi des oppressions d'exploitation. Enfin, je veux dire, ça, il faut à un moment donné aussi que ça soit mis sur la table. Je veux dire, l'homophobie, le racisme, le sexisme, tout ça, ça sert à nourrir l'exploitation. Voilà. Mais en tout cas, la clé de voûte, on le voit clairement depuis 2 ans, c'est le racisme. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit une évolution du pinkwashing. Je ne sais pas si ça va être un coup d'arrêt du pinkwashing ou si ça va se faire progressivement. Mais en tout cas, ce qui nous est envoyé là, c'est clairement que, au-delà du pinkwashing, on est toléré par un certain nombre de pouvoirs, alors encore une fois, économiques, politiques, etc., à certaines conditions. Et avec la polémique qui est en train de se développer, c'est clairement ça qui est mis sur la table. C'est voilà les conditions auxquelles on accepte que vous ayez des expressions. D'accepter le génocide, Voilà. de tenir les mêmes Il faut que discours vous que le acceptiez le gouvernement. génocide, il faut que vous acceptiez le racisme, il faut que vous acceptiez que vos luttes soient au service de cette politique génocidaire. Et si vous ne l'acceptez pas, à ce moment-là, on vous fait du chantage aux subventions, alors que les subventions, c'est pas privé. Ça appartient pas à la droite, ça appartient pas à la région. Les mouvements homosexuels ou trans y ont droit comme tout autre mouvement social. Voilà. Donc, mais on fait du chantage aux subventions. On l'a vu avec Berger au nom du gouvernement. On le voit avec Pécresse maintenant. On nous fait de la répression. C'est-à-dire qu'on commence à mettre de la pression sur un certain nombre de militants et sur un certain nombre d'expressions. Mais on fait aussi de la répression des manifestations. Et on essaye de domestiquer les manifestations elles-mêmes. C'est-à-dire que par la force, on a vu que le 8 mars, le préfet et les forces de police ont essayé de modifier la nature même de la manifestation en décidant, eux, à la place des organisatrices, qui pouvaient manifester et qui ne pouvaient pas. Donc, nous imposant des groupes d'extrême droite ou des groupes sionistes, et par contre réprimant par la force un certain nombre de mouvements ou de militants exprimant une solidarité. Et là, c'est exactement pareil avec la Pride. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vient nous dire, voilà, la Pride, on veut bien la protéger, on veut bien lui donner de l'argent, mais à condition qu'elle tienne ce discours-là, et pas un autre, à condition qu'elle vienne servir nos politiques, encore une fois, génocidaires, autoritaires et sécuritaires. Sinon, eh bien, on va vous imposer par la force un certain nombre de participants, voire on va vous réprimer. Et moi, je suis d'accord que c'est une séquence un peu nouvelle qu'on est en train de traverser, un peu, enfin, que tu as dit avec pour la première fois l'État qui use de la violence à cette échelle. Il y a une manifestation centrale qui est le 8 mars. Mais ça, c'est l'exemple que français. Et moi, je voulais un peu dézoomer parler un peu de la tendance aussi internationale parce que en réalité, ce qu'on voit avec la marche de fierté de Paris, c'est qu'un dernier symptôme, on va dire, un dernier symbole des choses qui se mettent en place à l'échelle internationale, pas qu'en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Amérique latine. Et moi, je voulais, pour un peu caractériser cette période que tu décris de pinkwashing, de institutionnalisation, de cooptation, il y a un terme qui a été employé par Nancy Fraser, qui est le néolibéralisme progressiste, et qui décrit un peu la période qui s'est ouverte dans les années 90 avec des figures comme Tony Blair au Royaume-Uni, comme Bill Clinton aux États-Unis, qui s'est ensuite poursuivi avec des figures comme Obama, Hillary Clinton, François Hollande et Emmanuel Macron en France, où on a des figures politiques de la droite libérale, de gauche institutionnelle, qui prônent un néolibéralisme économique, donc l'austérité, attaque antisociale, les attaques contre le droit du travail, mais qui en même temps
soutiennent les droits des personnes minorisées, le droit à l'avortement, au mariage gay, à la PMA, les protections liées à la diversité et à l'inclusion dans les entreprises et les institutions, et qui intègrent et cooptent la communauté LGBTI dans le mainstream en lui accordant quelques droits démocratiques. Et donc on connaît cette histoire, on connaît tout le déroulé en France des successifs droits LGBTI qui ont été conquis, qui ont été aussi accordés d'abord par François Hollande avec le mariage LGBT, ensuite par Macron avec la PMA et la facilitation aussi du changement du genre à l'état civil. On voit qu'en 2025, ce modèle, que le néolibéralisme, le système capitaliste plus en général, sont profondément en crise. Et que le néolibéralisme progressiste, il est, comme tu dis, il est aussi un peu en chute libre. Et ça déjà, on a vu déjà les symptômes énormes il y a 10 ans avec la victoire de Trump aux États-Unis, qui portait non pas un néolibéralisme progressiste, mais un populisme réactionnaire, et qui accusait les personnes trans et LGBT de la crise économique et sociale dans laquelle se trouvaient les États-Unis. Depuis, l'extrême droite a réussi à avancer dans le monde entier, de l'Argentine de Javier Milei, à l'Italie de Giorgia Meloni, aux États-Unis où Trump est revenu au pouvoir après 4 ans de Biden, qui ont été marqués par l'inflation, le soutien au génocide en Palestine et la guerre aussi qu'il a menée lui aussi aux immigrés. Ce retour de Trump en janvier 2025 et la véritable guerre qu'il a lancée contre les personnes LGBTI et en particulier trans a des conséquences qui vraiment dépassent les frontières. Trump, il a interdit les transitions administratives. Sa Cour suprême, et je dis sa Cour suprême puisqu'il a nommé la moitié des juges qui la composent, a validé également ce mois la possibilité de n'importe quel État de notre pays à interdire les transitions des mineurs. Et il fait aussi pression, son administration fait pression sur les multinationales afin qu'elles mettent fin à leur politique d'inclusion et de diversité. Cela a eu pour effet que les multinationales comme Google retirent des centaines de milliers de dollars à la marche de fierté à Toronto. Donc on voit bien que c'est la polémique qui vise la marche de fierté de Paris, elle prend place dans un contexte international on pourrait nommer ça comme un début de la fin du néolibéralisme progressiste, où après une brève parenthèse historique où les États et les entreprises soutenaient les droits LGBTI, en tout cas en surface, maintenant elles retirent leur soutien à la communauté et aux droits LGBTI. Et donc toi, Gwen, tu as connu les luttes LGBTI au moment où ils étaient beaucoup plus marginales, des années 90, alors que l'épidémie SIDA continuait à faire des ravages dans la communauté LGBTI, pas que aussi chez les personnes immigrées, sans-papiers, dans la communauté TOX, etc., etc. Mais à l'époque, l'inaction criminelle de multinationales pharmaceutiques, mais aussi de gouvernements, elle a fait en sorte que ça a décimé une génération entière des PD, des trans, etc., etc. Toi, tu disais dans tes interventions que j'ai pu écouter pour préparer cette interview, que rien qu'en France, on a perdu 35 000 personnes de notre communauté, rien qu'à Paris, 10 000 personnes, et c'est là où on a un laps de temps extrêmement court. Donc, tu as connu donc une période de marginalisation et d'oppression des personnes LGBTI beaucoup plus importante et violente. Qu'est-ce que cela signifie qu'on commence à y revenir en 2025? Alors, d'abord, effectivement, je veux dire, on a perdu au bas mot 35 000 ou 40 000 PD. Et je pense que ça a des conséquences, en réalité, aujourd'hui, sur nos luttes. C'est-à-dire que c'est pas seulement des gens qui sont morts et avec des conséquences intimes, personnelles, affectives, voilà, et individuelles, ça a aussi des conséquences collectives. C'est-à-dire que c'est 35 000 personnes qui manquent aujourd'hui dans la lutte, et c'est des 35 000 personnes qui en plus avaient une expérience d'une période en effet de répression, qui ne sont pas là pour en témoigner, pour en tirer les conséquences et pour les transmettre. Voilà. Donc, et ce à quoi on assiste, au moins en France aujourd'hui, c'est aussi une conséquence du fait que on a du mal à transmettre nos histoires, on a du mal à transmettre nos savoirs, et d'ailleurs on ne nous aide pas à construire des centres d'archives, des centres gérés autonomement, de façon autonome, qui nous permettraient justement de transmettre notre histoire. Et les offensives qu'on voit aujourd'hui, en tout cas au sein de la communauté, mais également de la part des institutions, elles surfent aussi sur cette absence de mémoire et sur
le fait que cette absence de mémoire fait qu'on peut Répéter un peu les mêmes. non seulement on peut répéter les mêmes erreurs ou les mêmes expériences, parce que les erreurs, c'est aussi quand tu fais des choses, tu fais des erreurs, donc bon, voilà, c'est pas forcément grave, mais on tire pas là, on tire pas l'expérience. Mais ça permet aussi de raconter une histoire qui est dévoyée, qui est instrumentalisée, qui est fausse. Enfin, je veux dire. Du coup, ce qui est effacé, c'est justement la façon dont les luttes ont été menées, avec quelles alliances, avec quel rapport de force. Et on vient nous raconter ensuite que les droits auraient été conquis, auraient été donnés, pardon, justement, n'auraient pas été conquis, mais auraient été donnés par les institutions, alors qu'ils ont été conquis âprement par la lutte, en tissant des alliances avec les syndicats, les autres associations, en réfléchissant ensemble, en soutenant d'autres luttes et en voyant à quel point elles sont imbriquées. Enfin, voilà. Donc c'est toute cette histoire qui du coup ne se transmet pas. Et après, on vient nous raconter une autre histoire, et d'autant plus facilement donc qu'il n'y a pas eu de transmission. Ensuite, je pense qu'il y a à la fois, on s'inscrit dans un contexte mondial et en même temps, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, malgré tout, que la France a une spécificité. Elle est la seule à tenir un discours universaliste. Et ça a régulièrement des conséquences sur nos luttes et sur la façon dont on peut les mener. Pour le reste, en effet, ça s'inscrit dans un contexte mondial et on voit bien que la politique, c'est un rapport de force, en fait. Et rien n'est jamais acquis. Et d'autant plus si tu te sabordes toi-même en cessant de lutter, en cessant de construire et de reconstruire continuellement une forme d'autonomie, une forme d'ancrage sur le terrain des luttes, et que tu t'en remets dans une forme là aussi de manifestation de l'idéologie sécuritaire à la protection des États, à la protection des politiques et au bon vouloir des entreprises. Parce que quand tu commences à te retrouver dans un rapport de force politique qui bouge, où tu deviens éventuellement moins intéressant, tout d'un coup, ces alliances, entre guillemets ces alliances, parce que ça n'en sont pas, d'autant plus qu'elles sont dans un rapport disproportionné, tout d'un coup, elle te lâche parce que tu deviens plus intéressant. Et si toi, tu as lâché les outils qui te permettent de construire ta lutte de façon autonome, tu te retrouves sans rien du tout. Voilà. Et ce qu'on voit là, c'est à quel point, en plus, de toute façon, d'un point de vue politique et idéologique, c'est un leurre. Ce ne sont pas des alliés. Ils poursuivent des politiques qui vont vers leurs intérêts, pas vers les nôtres. Voilà, donc c'est ça qui est rendu visible en ce moment, c'est que le pinkwashing ou le progressisme, ça s'inscrit dans un jeu politique où les politiques viennent analyser s'ils ont intérêt ou pas à utiliser, à choyer ou pas, ou à réprimer tel ou tel mouvement. Et là, les LGBT, on voit bien que à partir du moment où le rapport de force politique bascule, non pas seulement vers la droite, mais vers une extrême droite et vers le fascisme, le fait que, en réalité, ces mouvements n'ont jamais été nos alliés, mais sont au contraire nos ennemis, refait surface. Et ils vont masquer le fait qu'ils sont contre nous pendant le moment où ça les intéresse, et puis au moment où en fait ils n'ont plus besoin de le masquer, et là l'offensive reprend. Et ils n'ont jamais abandonné l'idée de nous éliminer. Alors pas forcément physiquement, mais socialement. L'offensive génocidaire israélienne contre Gaza et contre les Palestiniens, en fait, nous a obligés à remettre
au cœur de nos luttes la dimension internationaliste et pas la dimension internationaliste telle que les gouvernements occidentaux nous la vendent, c'est-à-dire un espèce de choc civilisationnel où l'Occident irait apprendre au reste du monde comment vivre et comment lutter, et ce qui est bien et ce qui est mal, mais un internationalisme de solidarité, un internationalisme décolonial. Et ça, je pense que que ça relance justement cet internationalisme décolonial qui, au moins en France, était plutôt en déclin. Et là, ça reprend un peu d'importance et ça vient sensibiliser des gens au-delà des militants traditionnels de la lutte décoloniale. Après, je pourrais apporter une petite note un peu positive, c'est que moi, toutes ces polémiques, en fait, je les trouve plutôt saines et plutôt réjouissantes. Ce dont je ne me réjouis pas, c'est qu'il y a un génocide en cours et que ça, c'est l'urgence absolue. Par contre, les conséquences ici, et ce qui est en train de se manifester un peu, je trouve que c'est plutôt réjouissant parce que ça fait très longtemps que les forces, justement, de gauche n'avaient pas l'occasion d'aller assumer un certain nombre de fractures, un certain nombre de ruptures nécessaires, et que si on est un peu malin, on va se saisir de ce moment pour justement affirmer haut et fort un certain nombre de convictions, un certain nombre de nécessités de lutte, et que la fenêtre, elle s'ouvre là. Que par ailleurs, on est dans des situations qui sont un peu parfois contradictoires. Je pense que de façon un peu massive, à notre échelle, parce qu'on reste une minorité politique, de façon un peu massive, le mouvement il s'est droitisé. Et l'expression majoritaire, elle est plutôt de droite. Mais en même temps, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de gamins qui se bougent, qui luttent, qui essayent de se renseigner, de savoir ce qui s'est passé avant, d'avoir une espèce de curiosité et qui se manifestent. Et que, en fait, en réalité, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Ce qui manque, c'est sans doute la façon de structurer justement toutes ces énergies et d'en faire un rapport de force intracommunautaire hégémonique. On a perdu l'hégémonie, mais en même temps, on a sans doute l'occasion là, peut-être, d'aller au moins regagner du terrain. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais de mon expérience. Ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que quand on vient nous dire que tout d'un coup, là, on divise le mouvement LGBT, mais il n'a jamais été uni. C'est pas vrai. Les luttes, elles ne se sont pas menées et elles ne se sont pas gagnées dans une espèce de grande unité, de grand mouvement de masse au sein de la communauté qui se serait mobilisée pour les droits, pour lutter contre le sida. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, si on parle des années 90, les militants de la lutte contre le sida, c'est une toute petite minorité et ça se fait sur une base de rupture, sur une base en effet, de division. C'est-à-dire que les militants contre le sida, ils viennent dire maintenant il faut lutter contre le sida. Et la réaction de la communauté, dans un premier temps, c'est de dire oh non, ça va donner une mauvaise image, c'est pas respectable. Voilà. Et donc ça s'est fait dans l'affrontement. Ça s'est pas fait du tout dans l'unité. Ça s'est fait au contraire dans des affrontements et des affrontements qui ont été violents et douloureux. Mais voilà, les militants de la lutte contre le sida, à un moment donné, ils ont réussi à imposer une hégémonie, effectivement, de discours, qu'il fallait lutter contre le sida. Et la meilleure preuve que quand on nous dit que toute la communauté a lutté contre le sida, si on revient au point de départ de la discussion, c'est l'affiche. Quel que soit ce qu'on pense de l'affiche, je m'en fous, pour la première fois sur cette affiche, la lutte contre le sida est représentée. Alors, à travers un symbole, à travers un t-shirt, il y a un t-shirt d'ACT UP avec un triangle rose. Voilà. Depuis que la marche des fiertés, la Pride existe, etc., il n'y a jamais eu une seule marche qui a eu un mot d'ordre de lutte contre le sida. Pas une seule jamais, fois, pas une seule fois en 25-30 ans, la lutte contre le sida n'a été le mot d'ordre de la marche. Même quand on était en train de perdre des dizaines de milliers de PD, l'ancêtre de l'inter-LGBT nous a refusé de mettre le sida
au cœur de la marche, Mm. au cœur du... Voilà. Et quand on a l'impression que ça a été le cas, c'est parce que ACT UP l'a fait. Mais les mots d'ordre qu'on a l'impression maintenant qui ont été ceux de la marche n'étaient pas ceux de la marche, ils étaient ceux du cortège d'ACT UP. Mm. Le PD Goudou, réveillez-vous, c'est le mot d'ordre d'ACT UP, c'est pas le mot d'ordre de la marche. Voilà. Donc pour la première fois, par un biais détourné, pas beaucoup le mot sida, voilà, non, mais apparaît sur l'affiche. Voilà. Donc qu'on vienne pas me raconter que cette lutte, que nos luttes, elles ont été gagnées grâce à un mouvement De façon consensuelle. voilà, consensuel, de masse, etc. Non, c'est pas vrai. Ça a été toujours des Ça a toujours engueulades. été des luttes internes, des affrontements, y compris très violents, Mm. et par des poignées de militants. Voilà. Donc là encore, je vais essayer de trouver le positif, tu vois, c'est de dire aux gamins, aux gamines, bougez-vous, essayez, ça marchera peut-être pas, mais parfois ça marche. Parfois, on sous-estime la rudesse du combat. Parfois, avec 2 personnes ici, on arrive à déclencher un truc qui fait boule de neige et on y arrive. Voilà. Et là encore, si je rappelle l'histoire, ACT UP, c'est fondé par trois garçons. Et la première marche où ils s'allongent par terre avec le premier Daïn, ils sont 15. Voilà. Et de ces 3-là, plus ces 15, on a réussi à gagner plein de choses. Mm. Voilà. Donc faites, essayez. Ça marchera pas forcément, mais ça marchera peut-être. Et si ça marche, on va gagner. Voilà. Moi, je vais te poser une dernière question, mais qui va vraiment dans le sens de ce que tu viens de dire. En fait, la tradition, on va dire, les origines des luttes LGBTI, c'est quelque chose de, en tout cas à mon sens, beaucoup plus subversif, radical, révolutionnaire que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que les luttes LGBTI, ils ont émergé, vraiment émergé à l'échelle internationale grâce aux révoltes contre les violences policières de Stonewall, contre les raids policiers à l'égard de bars LGBT, gays, etc. etc. Et c'était dans une période très charnière. Ça coïncidait avec le mouvement international contre la guerre de Vietnam, avec la vague aussi révolutionnaire qui a secoué le monde entier de 1968. Et c'est à cette époque qu'on a des collectifs même comme le Phare qui font bordel partout où ils peuvent, qui manifestent, y compris à la manifestation du 1er mai. Et c'est un peu le moment de radicalité LGBTI qu'on semble avoir perdu depuis, quoi. Enfin, c'est notamment même une figure comme Sylvia Rivera qui participait avec Marsha P. Johnson elles avaient un collectif trans qui essayait d'héberger les personnes trans précaires et sans-abri. Il y a une interview très connue d'elle dans les années 2000 qui déplore l'état à la fois de la marche de fierté, des luttes LGBTI à New York et qui parle du fait que maintenant, voilà, on a introduit dans nos prides qui était une émeute, révolte, etc., etc., des entreprises. C'est devenu extrêmement mou. This movement has become so capitalist. It is a capitalist movement. I see this movement becoming a straight gay movement that only believes in that almighty dollar. Now, what kind of logic is this? I don't understand. We do not owe the straight community a damn thing, so why should we be giving them our money? This is no longer my pride. I gave them their pride, but they have not given me mine. But what is the purpose of them celebrating their pride and giving straight people who still really don't accept the community, the gay and lesbian community, for what they are, but they want that almighty dollar of ours? Mais en tout cas, dans notre héritage, il y a, comme je disais, ces révoltes. Il y a l'exemple de Lesbians and Gays Support for Minors, donc une tentative d'alliance avec la classe ouvrière. Il y a évidemment ACT UP, tous ces militants à la fois aux États-Unis, en France, à l'échelle internationale, qui, pour certains, ont sacrifié leur vie
pour pouvoir sauver les vies des autres. Donc il y a tout ce combat acharné à travers des décennies, de nombreuses militantes trans aussi qui ont fait avancer nos droits, etc. etc. Et donc là, on est dans une période où, comme je disais, cette parenthèse de cooptation, d'institutionnalisation du pinkwashing, j'ai l'impression qu'on est en train de se réformer. On a beaucoup de signaux qui vont dans ce sens. Est-ce que tu penses que, enfin, comme on discutait juste auparavant, c'est aussi une opportunité pour la nouvelle génération de devenir plus radicale, d'avoir moins d'illusions dans le système dans lequel on vit et du coup lutter avec davantage de intensité pour leurs droits. Par exemple, quand tu parles du militantisme à Acta Paris, dans cette période où il n'y avait pas encore les trithérapies, tu as employé une expression de quasiment militantisme de survie. Et j'ai l'impression que cette notion du militantisme de survie, enfin, quand on parle des États-Unis où Trump interdit les transitions administratives, souhaite traquer les parents qui soutiennent leurs enfants trans, et du coup, vous avez maintenant une période, comme dire, un phénomène d'émigration des personnes trans et des parents trans. Quand elles le peuvent, ouais. Quand elles le peuvent, exactement. Quand vous avez une confrontation aussi intense et viscérale avec l'État, avec aussi, même y compris toute la violence que se déchaîne actuellement contre les personnes immigrées, avec les rafles policières qu'on voit dans la rue et qui frappent les sans-papiers, c'est un niveau de polarisation, un niveau offensif de la part de l'État, du gouvernement, de la police, qui est extrêmement important. Et donc, j'ai l'impression que cette notion du militantisme de survie, elle va revenir à l'ordre du jour pour beaucoup de membres de la communauté LGBTI à l'échelle internationale. Donc, est-ce que cette nouvelle période, c'est aussi une opportunité de revenir à nos racines et de devenir beaucoup plus contestataire, révolutionnaire que ce qu'est devenu le mouvement LGBTI ces dernières décennies? Malheureusement, oui. Je pense que, enfin, il y aura il y a deux mouvements qui vont dans ce sens-là. Il y a le fait que les conditions de vie se durcissent pour un maximum de gens. Enfin, je veux dire qu'on est de plus en plus de gens sont violentés par les conditions d'exploitation qui sont à l'œuvre. Donc on va avoir de plus en plus de gens précaires, dans la galère, et qui du coup n'ont pas grand-chose à perdre. Et l'autre mouvement tendanciel, c'est que ces dernières années, les luttes se sont focalisées sur l'obtention de droits. Encore une fois, les droits, c'est pas gravé dans le marbre. Ça dépend des conditions politiques dans lesquelles tu peux les exercer, même quand ils restent en place. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent être, enfin, tout droit qui est voté, y compris quand on constitutionnalise, peut être déconstitutionnalisé ou aboli. Hein. Ça dépend, encore une fois, du contexte global et du rapport de force politique global. Mais au-delà de ça, les droits, tu peux les faire. C'est pas un étalon universel, contrairement à ce qu'on nous dit. Voilà. Le droit, c'est aussi les conditions matérielles dans lesquelles tu peux le faire valoir. Et donc là, on a une fracture, y compris au sein, voilà, des LGBT, entre ceux qui peuvent faire valoir leurs droits et ceux qui ne peuvent pas, ou ceux qui ont du mal, ou ceux pour qui ça va s'exercer à travers une forme de violence, y compris pour les droits acquis. Je ne parle même pas des droits qui sont encore à acquérir. Parce qu'en matière de transphobie, par exemple, il y a encore plein de travail au niveau du droit. Mais même sur les droits acquis, je veux dire, c'est beaucoup plus facile d'aller faire valoir que tu veux te marier ou que tu refuses d'être discriminé dans l'obtention d'un logement quand tu as un bon revenu qui te permettra éventuellement de faire appel à des avocats, quand tu n'as pas peur de perdre ton travail si tu es trop visible, quand tu n'es pas soumis au bon vouloir d'un propriétaire pour pouvoir obtenir ton bail. Voilà. Donc les droits, ils ne s'exercent pas de la même façon selon la classe sociale à laquelle tu appartiens, selon ta couleur de peau, selon que tu portes un voile ou non. Voilà. Et donc,
il y a une partie de la communauté qui se dit bah, tout va bien, on a des droits, on peut vivre tranquillement, on est quasiment des hétéros comme les autres. Et puis tu as toute une partie de la communauté qui, elle, continue à galérer tous les jours. Et qui, elle, voit bien que bah non, le combat il n'est pas fini. Alors forcément, oui, effectivement, c'est plutôt issu de ces franges qui subissent les plus grosses violences, que le militantisme renaît, que les réflexions se font de façon un peu plus globale et que les luttes sont menées, oui, par des gens qui, de toute façon, en fait, sont tellement violentés qu'ils n'arrivent pas à vivre. Donc, puisqu'ils n'arrivent pas à vivre, autant justement prendre des risques, éventuellement, voilà, pour obtenir de pouvoir vivre. Donc oui, je pense qu'on va être amené sans doute à une forme de radicalisation des luttes par les faits, tout simplement. Merci beaucoup, Gwen, pour cet échange très riche. C'était une émission spéciale qu'on a organisée sur Révolution permanente avec le collectif du Pain et de Rose. On est un collectif féministe LGBTI révolutionnaire, anti-impérialiste et internationaliste. On existe pas simplement en France, mais à l'échelle internationale dans 15 pays du monde. Donc, on a des camarades qui luttent contre l'extrême droite de Javier Milei en Argentine. On a des camarades à New York, à Chicago, à Los Angeles qui luttent contre Trump et contre ces rafles des immigrés. Et on a aussi des militants et des militantes de Bretton Rosen qui militent actuellement contre le gouvernement de Merz et le tournant militariste qu'il est en train d'effectuer avec des budgets militaires historiques. Donc voilà, ce qu'on essaie de reconstruire, c'est justement ce militantisme radical, révolutionnaire, sans compromis et intransigeant à l'égard des gouvernements, des États, des partis, y compris de gauche institutionnelle. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à remplir un formulaire sur Instagram de Dupont et de Rose pour nous contacter et on va vous retrouver. Peu importe la ville où vous êtes, on va rentrer en contact avec vous. Donc, merci encore et au revoir.